Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la Centrafrique qui connaîtra dans quelques heures l'identité de son nouveau président de transition. Ce pays de 4,5 millions d'habitants tente de sortir de cette guerre civile. Un pays qui a subi depuis son indépendance en 1960 des coups d'État et qui vit aussi sous l'influence de puissances étrangères dont la France. La tâche s'annonce donc immense pour celui ou celle qui devra relever un pays exsangue et organiser des élections. Il y a quelques jours, on a vu des gestes de fraternisation dans les rues de Bangui au moment de la démission du président Jotodia, soutenu par les rebelles. Mais la terreur règne encore dans le pays, et ce, malgré la présence des militaires français et africains. Pendant des mois, les rebelles de la Séléka, musulmans pour la plupart, ont semé le chaos dans un pays à 80% chrétien. Et des chrétiens victimes d'exactions ont aussi pris les armes ces dernières semaines. Mais s'agit-il réellement d'un conflit à nature religieuse ? 3 responsables religieux, un musulman, un protestant et un catholique, ont uni leur action pour éviter l'instrumentalisation de la religion dans ce conflit. À l'occasion de leur passage en France, nous sommes heureux d'accueillir l'imam Omar Kobine Layama, président de la conférence islamique de Centrafrique, et l'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalenga, défenseur ardent de la paix. Merci à tous les deux de nous rejoindre. Alors, une première question, est-ce que vous êtes porteur d'un message, Monseigneur ? Voilà, nous sommes porteurs d'un message concernant le peuple centrafricain actuellement qui aspire à la paix. Or, ce peuple actuellement se retrouve martyrisé, on va dire éparpillé de par le pays, et nous voudrions que ce peuple puisse se réconcilier avec lui-même, ce qui demande que ses enfants puissent se tendre la main et devenir des frères. Imam Kobine, que souhaitez-vous adresser comme message ? Le message, c'est depuis 2012 que nous avons commencé à attirer l'attention des Centrafricains sur cette crise qui se pointait déjà à l'horizon. Ce n'était pas encore venu. Nous avons compris les dangers qui étaient à l'horizon. Nous sommes mis ensemble pour pouvoir demander à nos compatriotes de faire attention, de ne pas laisser la porte ouverte à la politique qui était en train de chercher déjà à confronter les deux communautés chrétiennes musulmanes en Centrafrique, et qu'on pensait qu'il était tôt en ce moment de nous mettre ensemble pour sillonner les pays, parler à nos frères, les appeler à la cohésion sociale, à maintenir la cohésion sociale et puis à faire le vivre ensemble. Alors, comment établir la paix avec ces haines tenaces et 1 million de déplacés? Eh bien, nous bénéficions de l'éclairage de Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris, au CERI, spécialiste de la Centrafrique. Merci d'être avec nous. Et puis, je termine ce tour de table avec vous, Père Emmanuel Maudre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spiritain. Vous avez été missionnaire en Centrafrique pendant en tout 24 ans. Oui. En plusieurs séjours, oui. Voilà, merci de nous rejoindre. Alors, bien sûr, on va essayer avec vous 4 de comprendre un petit peu mieux ce qui se vit aujourd'hui en Centrafrique. On entend beaucoup de choses. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Alors, on va revenir sur votre visite ici en Europe, Monseigneur, et également vous, Imam Kobine. Vous êtes arrivé ici le 11 janvier. Vous avez commencé par les Pays-Bas. Vous faites depuis un certain temps un travail d'apaisement dans vos communautés. Vous avez sillonné le pays. Pourquoi cette démarche, démarche de réconciliation, Monseigneur? Je suis ici pour porter la voix des sans-voix, les défavorisés, les abandonnés, ceux qui n'ont plus de médicaments, ceux qui n'arrivent plus à manger, ceux qui ne dorment plus chez eux, ceux qui chaque jour ont la mort à côté de leur maison. Et je voudrais ici attirer l'attention de la communauté internationale, plus particulièrement les responsables des pays d'Europe que vous avez cités, pour dire, dans un endroit appelé République centrafricaine, existent des hommes, des femmes, et ces hommes, des femmes peuvent aussi retrouver le chemin de la dignité, chemin de réconciliation, chemin de pardon. Et je suis là pour dire qu'il est possible de pouvoir augmenter, aider surtout, la France qui a accepté militairement, à travers Sangaris et la MISCA, à être russe-africaine, que l'Europe puisse les soutenir. La solidarité, ce n'est pas seulement au niveau politique, mais elle peut aussi s'exprimer au niveau militaire, au niveau financier, au niveau humanitaire. Et je viens porter cette voix pour que ceux qui n'ont rien maintenant puissent au moins espérer en disant
nous ne sommes pas oubliés, nous ne sommes pas abandonnés. Il y a des hommes, des femmes, au loin, non seulement pensent à nous, prient pour nous, mais qui nous viennent en aide. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver le chemin d'espoir. Cette démarche d'apaisement, Imam Kobine, elle passe par quoi pour vous? Nous sommes là pour porter haut la voix de nos compatriotes, pour dire que la réconciliation est toujours possible, mais nous avons besoin d'une urgence. Nous avons des urgences pour aller à cette réconciliation, pour réconcilier les frères, les centrafricains, être toujours ensemble, à vivre ensemble. Et nos urgences se situent au niveau de la sécurité d'abord. La sécurité, le pays a besoin d'être sécurisé parce qu'il ne pourrait pas avoir une réconciliation sans sécurisation. Le pays est devenu une poudrière. Beaucoup d'armes circulent dans le pays. Nous avons les centrafricains qui s'entretuent entre eux, qui tuent les autres, les Séléka et les anti-Balaka. Nous avons aussi à l'est du pays la LRA qui a pris aussi en partie en otage une partie du pays où cette population dans cette localité vivent aussi dans la terreur, dans la brousse, abandonnés à eux-mêmes, et les enfants payent le lourd prix. On entend bien ce que vous dites, un pays qui est vraiment dans un gouffre avec des armes qui circulent. J'ai envie quand même qu'on puisse comprendre un peu de quel conflit il s'agit. Roland Marchal, comment est-ce que vous qualifiez cette crise? On entend beaucoup ici qu'il s'agit d'une crise religieuse, c'est l'écho qu'on en a dans les médias. On parle aussi de génocide. Voilà, dites-nous un petit peu ce qu'il en est réellement. Crise religieuse, crise politique? Écoutez, c'est une crise certainement d'identité de deux communautés d'abord. Ouais. À l'intérieur des deux communautés, il y a un débat sur qui est qui a le droit de faire quoi. Et je pense qu'il y a aussi une confrontation entre ces deux communautés qui n'est pas venue comme ça, qui résulte d'un certain nombre d'actions politiques. Lorsque vous rappeliez dans votre présentation que les chrétiens avaient pris les armes pour lutter contre les exactions, ma réaction dans ma tête était de dire non. Il y a eu des stratégies politiques, il y a eu effectivement des gens qui ont pris les armes pour se défendre. Mais on parlait de chrétiens pour autant. Et on parlait de chrétiens, mais il y a aussi des stratégies politiques. Il y a l'ancien régime qui essaye absolument de mettre la main qui a créé ses propres troupes dans la rébellion, dans les anti-Balaka, et qui essaye de prendre le contrôle de l'ensemble du dispositif. Donc il ne faut pas non plus, de la même façon que la Séléka n'est pas devenue l'aile protectrice de la communauté musulmane simplement comme ça. Elle ne l'a pas été pendant de longs mois. Elle l'est devenue largement à cause des exactions commises contre les civils musulmans. Donc il faut bien comprendre cette spirale. Pas une histoire religieuse. Qui fait que, on a quand même à la base un certain nombre de questions qui sont très politiques, ou de développement économique, ou de marginalisation, ou d'exclusion sociale, et que tout ça a fait système et se retrouve dans l'été peut-être décrit comme un conflit religieux, alors que c'est d'abord un conflit entre deux communautés. En Centrafrique, personne n'a de problème à pratiquer sa religion aujourd'hui. Et pas plus qu'hier d'ailleurs. Simplement, il y a une question sur les droits et sur le statut des uns et des autres, et c'est effectivement ça qui est au cœur. Qu'est-ce que vous entendez par droit? Écoutez, c'est un long débat sur qu'est-ce que ça veut dire être centrafricain. Et je crois que de ce point de vue-là, il faudra que l'opinion publique internationale, et notamment l'opinion publique chrétienne, s'il en existe une, se pose des problèmes sur ce qui s'est passé en Centrafrique, sur la dite laïcité de l'État, sur le fait que l'islam n'est pas une religion exogène, elle appartient aujourd'hui à la Centrafrique, elle fait partie de son histoire, et que donc dans ce cadre-là, toute une série d'humiliations, de ségrégations qui ont perduré, et notamment dans le régime Bozizé, donc pendant les 10 dernières années, n'étaient pas acceptables. Alors ça ne rend pas la Séléka légitime, mais certainement ça oblige à penser un débat et des solutions sur cette question-là, si on veut que la violence cesse, parce qu'aujourd'hui, cette violence n'est plus simplement le fait de la Séléka et des anti-Balaka stricto sensu, elle est aussi une violence sociale qui se manifeste à travers des groupes de jeunes, à travers des coalitions complètement opportunistes qui tuent, déplacent, brûlent énormément de biens et de personnes. Père Maud, je voudrais vous poser cette question. Vous avez vécu en Centrafrique tout d'abord au début des années 70, vous y êtes revenu dans les années 90, puis dans les années 2000, donc vous avez
vu une période assez large et vous avez aussi pu observer des changements de tête. Hein. Vous avez été là-bas notamment lorsque Bokassa était en place, puis notamment Bozizé, que vous avez vu arriver, François Bozizé. Vous, comment vous voyez tout ça? Est-ce que vous avez été surpris au fait de ce que voilà, vous connaissez, vous, du contexte local? Alors, je dirais, historiquement, c'est sûr que j'ai vu la vie commune, enfin la vie sociale partagée entre ces deux communautés, les chrétiens et les musulmans, disons d'une manière tout à fait ordinaire et sans antagonisme particulier. Oui. Un exemple tout simple, j'étais dans une paroisse, il y avait Vous étiez famille, à Bangui, hein? Oui, à Bangui, il y avait une famille musulmane à côté, et la communauté des sœurs était à côté de cette famille musulmane. Et bien la mère de famille, lorsqu'il y avait des fêtes musulmanes, venait tranquillement chez les sœurs pour porter le gâteau de fête. Habituel, naturel. Oui. C'est des choses qui changent, ça, Monseigneur, ou ça se passe encore aujourd'hui comme ça? Ou ça dépend des lieux, dites-nous. Vu le contexte actuel, ça se passe moins, oui, parce qu'il y a un repli identitaire. Mais je voulais quand même expliquer ou éclairer les lanternes de nos téléspectateurs concernant cette question où on parle de Séléka majoritairement musulmans, Anti-Balaka majoritairement chrétiens. Il faut bien expliciter les choses. Séléka, nous les avons rencontrés à Bambari, les têtes, certes, ils disent nous sommes musulmans. Beaucoup qui venaient à Bangui n'étaient pas des Centrafricains. Il faudrait se le dire. Il y a des Tchadiens, des Soudanais qui venaient et ils ne parlaient ni la langue locale, c'est-à-dire le français et le sango. Nous les avons rencontrés tous les trois. Et ces gens, on appelle les mercenaires. Ils venaient accompagner un groupe qui avait sûrement des revendications légitimes et qui voudrait prendre le pouvoir pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et ils les ont accompagnés, mais les exactions perpétuées et les pillages, les destructions, tout cela fait que, eh bien, une partie ne nous le rend pas. Il n'y a pas seulement les chrétiens qui étaient victimes, il y a des musulmans. Nous en avons vu aussi. Donc, comme la communauté musulmane n'écrit pas beaucoup, on n'a pas eu sur les plateaux beaucoup des revendications, pensaient que les musulmans n'étaient pas touchés. Non, les musulmans étaient touchés. Moi, j'étais le premier à dénoncer les viols d'une jeune fille de 2 ans violée par les militaires Séléka sur le plateau de France 24. Je l'ai aussi dénoncé pour beaucoup. Donc, les musulmans étaient aussi touchés par ces situations. Les anti-Balaka, par contre, je vous l'ai dit par là tout à l'heure, pour terminer avec Séléka, tous les Séléka ne sont pas des musulmans. Oui. Tous les musulmans ne sont pas des Séléka. Il y a eu des mélanges. L'amalgame, le raccourci. Ce qui s'est passé, c'est que quand la Séléka est arrivée au pouvoir, très consciente de sa marginalité sociale, elle a décidé de recruter massivement en milieu urbain, dans les jeunes, qui étaient souvent d'ailleurs les milices de l'ancien régime. Et donc effectivement, s'il y avait des cartes de membres, et aujourd'hui, enfin ou hier plus exactement, avant l'intervention, on pourrait dire que la majorité de la Séléka est sans doute chrétienne. Le problème est que les nouvelles recrues n'ont aucun pouvoir, sont en général juste là pour les journalistes, pour montrer que la Séléka est nationale, puisque c'était ça l'idée, et que évidemment, on ne pouvait pas labelliser ce mouvement comme un mouvement du Nord, un mouvement mercenaire qui s'appuyait donc sur des recrutements massifs au Soudan et au Tchad, que personnellement, je pense qu'il faut nuancer. Et ça, donc c'est un peu ça l'ambiguïté. Il faut savoir, non, c'est une expression d'une... tout à l'heure, j'utilisais le mot marginalité. C'est un mouvement qui se crée dans une marginalité, dans une marge, et qui porte les caractéristiques de cette marge. Peut-être un des grands échecs de la Séléka, si la Séléka avait voulu porter un vrai message politique, c'est de ne pas s'être organisé politiquement pour justement intégrer d'autres secteurs de la population, forcément chrétiens donc, et défendre des revendications qui portaient sur le statut de l'islam ou des musulmans en Centrafrique, mais aussi porter des revendications sur le développement local, puisque
tout est à Bangui, et depuis longtemps, et depuis trop longtemps. Imam Kobine, oui. Les musulmans, certes, sont toujours intégrés dans le pays comme tel. Mais le problème qu'on peut peut-être voir dans l'avenir, comme disait M. Roland, le problème de l'identité, ça viendra. Il y a eu, bien sûr, il y a ce problème qui existe, mais présentement, nous ne voulons pas peut-être, dans notre politique, dans notre stratégie de travail, faire vraiment un examen total de la situation du pays, éteindre d'abord le fait qu'il est en train de brûler la maison, et ensuite nous connaissons nos problèmes. Ce qui a conduit vraiment à cette crise aujourd'hui. Les causes, on ne les connaît peut-être pas très bien aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire? Nous les connaissons nous-mêmes, nous sommes conscients de ces causes, mais le temps viendra où nous allons mettre ensemble autour d'une table. Ce n'est pas la priorité. Mais notre priorité en ce moment, c'est la sécurisation du pays, c'est la réconciliation du pays, et puis surtout que le désarmement, vraiment nous insistons qu'il y a le désarmement, les deux belligérants soient désarmés, la Séléka et les anti-Balaka, parce qu'ils ont foulé au pied du sol les droits humains. Alors, dites-nous, c'est quoi ces causes que vous connaissez, sur lesquelles vous allez travailler dans un deuxième temps? C'est quoi pour vous, alors, les causes réelles de ce qui se passe? C'est la base de la corruption. C'est la corruption qui a entraîné tout ce problème. Il y a d'abord la corruption de l'État? De l'État, parce que les musulmans sont censés être nantis et leurs droits ne sont pas reconnus à tous les niveaux. Voilà, à l'école, à l'hôpital. On dit que ce sont plutôt eux qui ont les métiers dans le commerce. Comment ça fonctionne, dites-nous? Oui, bon, les musulmans maîtrisent l'économie du pays. Ils détiennent même les 70% de l'économie du pays. Là, certes, parce qu'ils ils ont occupé le secteur commercial. Là, nous sommes tous convaincus de cela. Mais sinon, le problème qui existait dans le pays, ce n'était pas organisé au l'État, c'était organisé au niveau des personnels de l'État. Vous savez, quand je me présente aujourd'hui en tant que Kobine, peut-être à l'identification, il me faut du temps. Si je ne donne pas l'argent, je ne vais pas avoir ma carte d'identité très tôt. Donc c'est la reconnaissance des droits dont vous parlez qui là n'est pas effective. Effective. Mais j'ai dit que le moment viendra où nous allons peut-être vraiment nous mettre ensemble pour vraiment parler de nos droits réciproques, les droits du citoyen centrafricain. Vous partagez ce point de vue, Roland Marchal, cette question de corruption et de droits des musulmans? Encore une fois, il y a une histoire, disons, très compliquée de l'islam centrafricain, parce qu'évidemment, on peut dire c'est lié à l'esclavage, mais c'est plutôt une réalité du Nord. On peut dire aussi c'est lié à des migrations de musulmans, de communautés musulmanes, maliennes, mauritaniennes, évidemment tchadiennes, qui constituent et qui a d'une certaine façon consolider cet aspect que l'islam est une religion étrangère, d'étrangers. Mais évidemment, si vous voulez, cette vision-là, elle est basée sur un certain nombre de faits historiques tout à fait avérés, mais elle ne prend pas en compte aussi l'enracinement. Le fait que, effectivement, des Tchadiens sont arrivés, des Tchadiens ont fait des enfants qui sont devenus centrafricains et qui, évidemment, aujourd'hui se voient disputer leur nationalité centrafricaine parce qu'ils s'appellent Oumar. Ou simplement parce que c'est des gens qui travaillent dans le commerce, eh bien, quand il y a un contrôle routier ou une armée qui n'est pas une armée républicaine, malgré toute la formation que les Français prétendent donner, arrêtent les gens, font sortir les hommes et disent, bon, ben, avec cette carte d'identité avec un nom comme ça, elle est fausse, donc vous devez payer plus que les autres, etc., etc. Donc il y a énormément d'humiliation et qui ont eu un impact réel dans, je dirais, la sympathie dont a bénéficié la Séléka initialement dans la communauté musulmane. Et comme vous l'avez très bien dit, la Séléka, enfin certains éléments de la Séléka, se sont attaqués à ceux qui étaient riches, et donc notamment aux commerçants. Cette baisse, et la Séléka a perdu beaucoup de sympathie et ne l'a regagnée qu'à partir du moment où les anti-Balaka se sont attaqués non pas à la Séléka, mais également aux communautés musulmanes civiles qui étaient ou n'étaient pas en faveur de la Séléka. Bon, c'est dans un palingal. On rappelle quand même le pays est 80 à 80% chrétien. Les musulmans, c'est autour de 80-85% chrétiens ou autres et 15% à 20% musulmans. Bon, c'est dans un palingal. Alors, je voulais dire aussi que suite à tout ce qu'on vient de dire, Séléka étant au pouvoir, nous, responsables, nous avons mis en garde en disant si ce pays qui est un pays laïque, va falloir que les dispositions ou bien encore les orientations qui seront données doivent être une orientation nationale, pas partisane ou bien encore ethnique ou bien régionale. Nous avons mis en garde.
Mais très vite, on a constaté que l'impunité s'est installée dans notre pays. Mais ça ne date pas d'hier, j'allais dire. Non, mais on a touché le pire. Et nous, évêques, nous l'avons écrit, en disant nous vivons le pire. Quand vous voyez des gens qui sont arrêtés et tués et qu'on en parle devant la presse internationale et qu'il n'y ait rien qui est fait, eh bien, l'ensemble de tous ces gestes et faits, eh bien, ça a constitué une exaspération. À un moment donné, le verrou saute. Et nous avons eu, les gens on en avait marre. Ces pillages qui avaient eu, ça a trop duré. Nous connaissons les pillages, souvent 2-3 jours. Et après, on a l'impression que ça s'arrête. Mais cette fois, c'était systématique dans tout le pays. Et ça date de quand? Ça, cette fois-ci, c'est le 24, c'est avec Seleka qu'on a eu depuis tout le mars pays. Dernier, hein. Voilà, être désossé de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Vous arrivez, tout le monde vous dit... à ce moment-là. Oui. Alors, donc, ça, c'est un fait. Oui. Nous, les évêques, tous, on a partagé la même analyse en disant chacun pleurait pour les siens. Hein, de part et d'autre, oui, des communautés. De part et d'autre. Mais là, avec cette exaspération, il y a eu des groupes qui sont levés. Moi, j'ai rencontré plusieurs groupes d'anti-Balaka. Mais il n'y avait pas de motivation religieuse dedans. Ils disaient on a pris les armes pour lutter contre les Seleka qui nous ont incendié les maisons. Voilà. Ou bien encore parce qu'on a tué un membre de ma famille, ou bien encore parce qu'on a pillé. Vengeance. Il y a cette tentation de la vengeance, monseigneur. Oui. Alors, mais cependant, les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu? Dans ce village-là, peut-être c'est un village chrétien, mais ils n'ont pas mis la foi devant. Ils ont mis plutôt les raisons humaines en disant on a tué quelqu'un, je vais venger et tout. Mais l'amalgame. Je suis en train de dire que à ces gens-là, attention, on ne doit pas cacher sa foi. Mais moi-même, je suis conscient que quand vous êtes pris dans vos ténèbres, vous avez perdu des membres de vos familles et tout, vous n'avez plus rien. Parfois, c'est la passion qui prend le dessus et vous allez reprendre votre foi plus tard. Et les gens nous l'ont démontré qu'avec ce qui se passe, ils ont été pris dans le tourbillon, la foule en hystérie et tout, et qui généralisent et en fait l'amalgame. Je dis non. Les anti-Balaka dont vous parlez, depuis 1990, existaient au temps de Patassé. Oui, c'était des gens qui étaient chargés de s'occuper des coupeurs de route, on appelle Zaragina. Ils luttaient contre ceux qui sortaient, qui arrêtaient les véhicules pour les piller, les dépouiller. C'est eux, ils se croyaient invincibles, ils pouvaient partir pour attaquer ces gens-là. Ils étaient reconnus. Autant de Bozé, anti-Balaka existaient. Cependant, maintenant, anti-Balaka était devenu niveau national mondial pour la plus simple raison qu'on pense qu'ils ont des antidotes. Mais n'oublions pas, il y avait des gens qui pensent qu'avec les amulettes, ils vont devenir invincibles. Mais on a entraîné beaucoup de jeunes qui sont allés, ils veulent venger leur village, ils prennent les portions, ils prennent les amulettes, mais ça n'a rien de chrétien. Moi, je porte la croix, je porte les chapelets et tout, mais eux, ils portent ça pour dire on est invincible, aucun Seleka ne pourra nous atteindre, et comme ça, on va venger. Donc, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Alors, justement, peut-être vu d'ici, il y a des amalgames, ça sert les intérêts de qui, Roland Marchal? Disons d'abord, ça sert beaucoup les intérêts de Bozizé, il faut le dire, de l'ancien président qui... Et qui le soutient, ça? Comment? Disons, je ne sais pas qui le soutient officiellement, personne, mais officieusement, on murmure le nom de certains États de la région, l'Ouganda par exemple. Et surtout, beaucoup de gens pensent que l'argent qu'il a volé pendant 10 ans, avec quand même un certain silence de la communauté internationale, cet argent-là était... Oui, on peut le dire. Pas de tout le monde, pas la même complaisance. Et la France, tout le temps. Dans tout ça Bien sûr que la France, et la France de Nicolas Sarkozy, tout à fait explicitement. Je crois que là, il faut être très clair. On pourra critiquer beaucoup François Hollande sur sa gestion de la crise et l'intervention, mais disons qu'il faut bien se rendre compte que Nicolas Sarkozy a joué un rôle extrêmement détestable. C'est quoi les intérêts français d'ailleurs dans tout ça? Je crois que les intérêts français sont les intérêts des amis de Monsieur le Président. Je crois que c'est fondamentalement ça. Et ça rend, je crois, la critique publique d'autant plus nécessaire. Mais si vous voulez, sur le fond, je crois que ce que l'archevêque vient de dire est extrêmement important. C'est-à-dire, il y a une impunité, disons, structurelle dans le système politique centrafricain. Mais jamais, je crois, on avait vu cette impunité aussi visible et aussi violente
que dans les 8 mois qui ont précédé l'intervention internationale. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a créé une exaspération sociale. Et peut-être qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux parler d'anti-Seleka plutôt que d'anti-Balaka, parce que ça, effectivement, dans les gens qui se battent contre la Seleka ou contre la communauté musulmane, vous avez des groupes qui sont effectivement les anti-Balaka originaux, donc avec les amulettes, qui sont plutôt des groupes de jeunes d'initiation, enfin qui procèdent selon certains rituels dans certaines régions. Vous avez les anciens soldats des forces armées centrafricaines qui veulent régler leur compte à la Seleka, quelquefois en alliance avec Bozizé, quelquefois non. Et puis vous avez surtout cette énorme masse de la population qui est prête souvent à lyncher n'importe comment, n'importe qui, à partir du moment où les conditions s'y prêtent et qu'il n'est pas de la bonne confession. C'est ça le danger aujourd'hui. Si vous voulez, vous disiez dans votre présentation, on est dans une guerre civile. Non, on ne l'était pas. On n'était pas, mais on est en train d'y arriver. Et il faut le dire très clairement, une fois de plus, si la France n'envoie pas des renforts, il y a 1600 soldats officiellement aujourd'hui. Oui, 1600 sont absolument plus suffisants à la... C'est la situation actuelle. Oui. Voilà. 1600 soldats, ça ne suffit un peu pas. plus de... Il en faudrait combien ? Écoutez, je ne suis pas un expert militaire. Quand je suis rentré de Centrafrique, quelques jours avant nos hôtes, je pensais que peut-être arriver vers 2500, c'était suffisant. Quand je vois la détérioration de la situation à Bangui et en province, j'ai peur de dire qu'il faut peut-être au moins doubler les effectifs et plus. Évidemment, l'Union africaine fait ce qu'elle peut, et je crois qu'il faut le rappeler, que ce n'est pas simplement une opération française, mais si vous voulez, il faut bien se rendre compte qu'on est au bord de quelque chose qui pourrait être et pourrait devenir une guerre civile, avec des conséquences absolument détestables pour les Centrafricains, mais aussi un impact sur la région qui serait extrêmement déstabilisateur pour le sud du Tchad, le nord du Cameroun particulièrement. Une situation qui risque d'empirer. Oui, je crois qu'il faut le dire, et pas simplement pour attirer l'attention. Je crois que les faits sur le terrain sont extrêmement inquiétants, et on aimerait une réaction plus forte. Et là, c'est là où on retrouve peut-être la faiblesse du gouvernement actuel qui a lancé une opération et donc qui en a pris la responsabilité sans se rendre compte que son analyse de ce qui se passait sur le terrain était extraordinairement aveugle ou optimiste, et qu'aujourd'hui, puisque cette opération ne peut pas échouer, il faut, même si cette opération n'est pas populaire en France, il faut accepter d'augmenter considérablement le nombre de troupes sur le terrain. Moi, je pense que ce que vient de dire Roland, pour l'augmentation des troupes, c'est nécessaire. Et entre autres, une des raisons de mon passage en Europe, pour demander qu'on augmente des troupes. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sécuriser Bangui. Oui. Mais vous avez l'intérieur du pays qui nous échappe et qui est entre les mains des seigneurs de guerre. Rappelons-le, le pays, c'est 80% de brousse. 623 000 km². La superficie du pays, donc c'est plus grand que la France, avec une population très petite, mais des zones perdues. Sorties des grandes villes. Voilà. Et les gens vivent maintenant terrés en brousse. Alors, donc, il va falloir sortir ces gens-là pour vivre dignement. Donc, ça suppose qu'il y a des gens qui arrivent pour sécuriser, redonner confiance. Mais s'il n'y a pas de militaires, bien sûr, nous avons, pour les militaires africains, au lieu de... On a annoncé 6 000, on a 4 000. Il reste encore 2 000 à trouver. Vous voyez le temps. Mais entre-temps, la situation ne fait que se détériorer. Donc, il va falloir aller vite. Nous sommes dans l'urgence. Il faut agir vite et pour ne pas laisser... plus tard des populations être décimées et regrettées. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'on doit agir. On parle de sécurisation, on l'a bien compris, c'est la première urgence. Il faudra aussi les étapes suivantes, au moins 1 an pour remettre le pays en état de marche et organiser des élections nationales. Un travail que devra accomplir le président de la transition. Il doit être élu dans les prochaines heures par le Conseil national de transition. Et parmi les membres de ce conseil, Béatrice Epaille, ancienne ministre centrafricaine, de passage à Paris. Coraline Salvoche a pu la rencontrer. C'était avant son départ pour Bangui il y a quelques jours. On l'écoute. Les points essentiels, c'est d'abord faciliter la sécurisation de notre pays. Nous avons des forces qui sont arrivées chez nous, des forces africaines, des forces françaises. Donc il faut tout faire pour les aider, à nous aider à sécuriser le pays. En plus de ça, nous avons des populations qui sont perdues en brousse. Il y en a qui sont partis à l'étranger. Et ces populations,
il faut que, quand il y aura la sécurisation des localités, il faut que l'aide humanitaire arrive à ces populations. Il faut penser aussi à la relance économique, le développement. Il faut qu'aussi, au fur et à mesure qu'on sécurise les régions, il faut que les développeurs viennent nous aider à développer l'agriculture. Il faut que les gens se nourrissent. Il faut que les gens eux-mêmes commencent à cultiver leurs champs, à élever leur bétail pour se nourrir. Actuellement, il n'y a plus rien. Imam Kobine, on l'entend bien, la situation est vraiment difficile, la tâche s'annonce immense. C'est possible de remonter ce pays et d'organiser des élections d'ici un an? Ça vous semble réaliste? Bon, c'est un problème. Le problème se situe au niveau politique. Ce problème se situe d'abord au niveau politique. Le choix de ce président, de cette présidente éventuellement, est déterminant ou pas? Est-ce que ça peut faire pencher les choses dans un sens ou l'autre? Nous avons, en ce qui nous concerne, demandé à ce que les membres du CNT, puissent, le Conseil national de transition, puissent faire ce travail sur conscience, de ne pas le faire comme les Centrafricains ont l'habitude de le faire. Quand on est soudoyé, on essaie de choisir, faire un choix. Donc de faire des choses vraiment dans un sens démocratique? Démocratique et puis objectif, pour que vraiment celui qui sera choisi doit faire vraiment un consensus entre toutes nos communautés, doit vraiment faire, ça doit être un homme de confiance qui doit rassembler les Centrafricains et avoir devant lui que la vie des Centrafricains doit être sauvée et il doit s'y mettre au travail. Parce que si le choix se fait sur complaisance, je ne pense pas que nous allons sortir de cette crise. Roland Marchal, cette personne, elle existe, elle aurait cette, qui aurait ces qualités-là. Moi, j'ai toujours je ne crois pas dans l'homme ou dans la femme providentielle. Non. Donc, c'est d'abord un problème d'équipe. Et donc, c'est un problème d'équipe, c'est aussi un problème de moyens. Donc, équipe, oui, je crois que ça existe en Centrafrique. Il faut pas, on peut avoir toutes les critiques qu'on veut sur les élites politiques, sur la société civile, mais bon, ça existe. On pourrait trouver une équipe qui puisse fonctionner, travailler, bon, à l'inverse de la précédente. Le problème, c'est aussi les moyens. Et là, on voit la capacité, si vous voulez, il faut marquer le fait qu'on n'est plus dans la période précédente, et ça doit être fait aussi au niveau économique. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et il faut également, je crois, motiver la classe politique pour qu'elle joue son rôle, c'est-à-dire de retourner vers les votants et expliquer pourquoi la paix et la réconciliation est nécessaire. Je crois que je suis venu ici par respect pour le travail qu'accomplissent nos hôtes, mais je crois que ce travail-là, il ne doit pas être dévolu simplement aux leaders religieux. Il doit être, comme dans d'autres pays, en Afrique du Sud, au Burundi, lié également à l'action des hommes politiques, de la classe politique dans son ensemble, peut-être aussi des milieux économiques qui joueraient leur rôle. Et là, on ne le voit pas pour l'instant en Centrafrique. Donc ça, c'est un deuxième temps. Et puis le troisième, c'est une meilleure articulation entre, si vous voulez, le dispositif international de sécurisation et puis ce qui peut être fait au niveau proprement centrafricain, avec des anciens soldats de l'armée centrafricaine qui seraient légitimistes. Ils ne le sont pas tous, mais enfin certains le sont, on peut espérer un nombre substantiel. Et également, et je crois qu'il faut aussi le dire ici, même si ça choque, un certain nombre d'éléments de la Séléka qui ont accepté de jouer et d'appliquer les règles définies par Sangaris et la MISCA. Donc ces gens-là, même si à terme on peut penser qu'ils seront beaucoup moins représentés dans l'armée, aujourd'hui ils jouent le jeu républicain. On doit donc les considérer comme tels et ils peuvent jouer un rôle, notamment parce que eux, ils pourront rendre confiance à la communauté musulmane, à l'inverse d'autres. Vous voyez, et je crois que là, il faut avoir une vision très politique et une certaine division des tâches qui permettrait de faire redescendre la tension dans chacune des deux communautés en utilisant justement ces différences de recrutement ou d'origine et puis avancer. Ça doit être fait par les Centrafricains. Ça ne peut pas être fait sans appui international au niveau proprement militaire.
Et si vous voulez, c'est ce qui a manqué jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ça que le gouvernement peut faire. Donc, on voit que la voie est étroite, mais elle existe. Monseigneur, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut intégrer des membres de la Séléka dans les instances futures, les réintégrer dans l'armée, ceux qui jouent le jeu républicain? Vous êtes d'accord avec ça? Les Séléka qui sont des Centrafricains, parce que ça existe aussi, voilà. Ils peuvent aussi passer des tests. On peut aussi faire des enquêtes de moralité. Et s'ils répondent à ces critères-là, on rentre dans l'armée et on sert son pays. Mais, comme vous le savez, ceux qui ne sont pas centrafricains, que nous avons identifiés, qui sont des mercenaires, que ce soit d'autres pays comme le Tchad, le Soudan, doivent regagner leur pays. Bien sûr, je veux que tous ces enfants se retrouvent. Une armée républicaine n'est pas une armée ethnique régionale. C'est une armée qui doit tenir compte de l'Est, l'Ouest et tout. Donc, il faut que la règle soit pour tout le monde. Qu'on passe le test et on prend des gens. Bien sûr qu'il faut les gens doivent s'identifier à leurs membres qui sont là. Mais si on intègre les gens qui ne sont pas à la hauteur, qui sont médiocres, on va créer des frustrations. On va rendre malheureux non seulement l'individu ou le groupe, mais tout un ensemble et on va marginaliser encore davantage. Voilà pourquoi je préfère des gens pour répondre à ma question, compétents. Monseigneur, vous y êtes favorable si ceux qui passent des tests s'avèrent être aptes? Mais qui n'ont pas le sang sous la main. C'est la même chose. Hein. Et je crois que ça va être l'occasion de dire les choses clairement, que ceux qui ont tué, l'impunité dont on a parlé doit passer aussi là. Les gens se connaissent et tout, et qu'on passe le point pour dire qui a tué, qui a fait quoi, qu'ils prennent leurs responsabilités. J'ai pillé, j'ai violé, que je puisse être mis de côté et je puisse me retrouver soit en prison, que je puisse réfléchir pour grandir en humanité. Je crois que ça, c'est important aussi. Et on va donner un signal fort aux gens. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Prime à la casse, on vient, on détruit, on casse tout. Bon, au nom de la paix sociale, ben on va, voilà, venez, mettez-vous là. Non. Il y a un jeu d'équilibre à avoir, mais que les choses soient claires pour repartir sur les nouvelles, pour éviter les fautes qu'on a commises hier. Aujourd'hui, l'État n'existe pas, il faut dire la vérité. A fait faillite et tout. On parle d'État, mais les moyens, comme il a dit, l'État n'a pas de moyens. Combien de fois on va payer les fonctionnaires? Ils sont là, ils ne sont pas motivés pour travailler et tout. Et nous espérons qu'on va motiver ces gens-là pour travailler. Et on va motiver aussi d'autres personnes pour que la Centrafrique puisse se redémarrer. Les signes d'espoir, il faut les envoyer. Et ça passe par les petites choses. La paysanne qui va retourner au champ sans être inquiétée, elle va commencer à cultiver. Eh bien, elle va occuper sa journée, que de rester toute la journée sur place. Il faut permettre aux Centrafricains de pouvoir faire ça. Voilà. Les Centrafricains doivent se réapproprier leur pays et commencer à se projeter, même petitement aller à l'école, aller au bureau. C'est vrai que l'école, en plus, tout s'est arrêté. Voilà. Hein, année blanche, deuxième année blanche. Oui, et ça ne nous construit pas parce que nous continuons à sacrifier les générations. Et que demain, nous allons avoir des lacunes. Et nous le voyons déjà. Hein, ceux qui disent ils sont à l'université, il y a vraiment des pans entiers, des programmes qui n'ont pas été suivis et on les fait passer après 6 mois. Nous avons souvent cette situation-là. Il va falloir maintenant donner la chance à ces jeunes-là. Ils sont quand même victimes de système, pour ne pas dire la situation actuelle. Donc, il faudrait sortir de là pour offrir cette chance-là à ces jeunes-là, que demain, nous puissions avoir une autre république où tous les enfants, en distinction de religion, de race, d'ethnie et tout le monde doit se sentir fils de ce pays. La question politique, on l'a bien abordée et tous les paramètres pour essayer de remettre en état de marche ce pays. Mais en tout cas, pour la population, son quotidien, eh bien, c'est ce qu'elle subit, notamment sur le plan humanitaire. Alors, avant de revenir un petit peu sur les portes de sortie, on espère qu'il y en a, on va voir ces images. Hein. L'ONU parle de près d'1 million de déplacés. Ces déplacés, ils trouvent refuge là où ils peuvent, et notamment autour de l'aéroport de Bangui. La Croix-Rouge internationale nous avait fait parvenir ces images il y a 3 semaines, où l'on voit bien sûr ce que vous connaissez bien, Monseigneur Imam Kobine, hein, des milliers de personnes entassées qui vivent dans des conditions d'hygiène très précaires. On regarde. Ici, n'importe comment, sur n'importe qui, je ne peux pas rentrer à la maison. Je ne peux pas rentrer à la maison. S'il y a la sécurité, voilà. D'accord. Sinon, je ne peux pas. Même si pour faire 1 an ici, c'est bon pour être en vie, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Même les enseignants. Même les enseignants. Nous sommes ici avec les enseignants, les magistrats, tout et tout ici. Tout et tout.
C'est tout le monde, c'est tous les Centrafricains qui sont ici. Mais c'est vraiment pénible. Il y a un problème de manger, comme ce qui s'est passé. Il y a un problème d'argent. Les enfants souffrent. On trouve des maladies, quoi. Il y a des odeurs, il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de latrine, tout ça. Là. Donc, on est mal, quoi. On souffre de la diarrhée. Imam Koubine, c'est quoi vos demandes, vous, humanitaires? On le voit bien, hein, c'est difficile. Ce problème-là nous préoccupe. Qu'est-ce qu'il fait pour aider les Centrafricains? La question est vraiment est lourde. Cette question est lourde, mais nous dirons simplement pour aider les Centrafricains, comme vous-même vous avez entendu, nous avons entendu tous, il pose le problème de marcher, même en ce moment, amener de l'aide. Pour les aider, acheminer de l'aide humanitaire, humanitaire, ça pose problème. C'est compliqué, surtout oui, sur ce site, pour les ONG. parce qu'il y a des gangsters qui sont là, il y a des badauds qui sont là et qui pénalisent les plus faibles. Les plus faibles. Ce travail-là. Voilà. Donc, c'est un travail qui est difficile pour acheminer de l'aide, de l'aliment sur ce site surtout. Mais les sites qui sont dans les paroisses, c'est organisé sous la conduite des prêtres. Bon, donc, ça se fait. Ça se fait et puis les gens s'en servent. Il y a un travail effectivement du côté de l'Église qui est important. Donc ça, nous félicitons les curés des églises pour le travail qu'ils font dans leur site, sur leur site. Mais quand les sites qui ne sont pas sous contrôle, comme celui de l'aéroport, c'est vraiment un problème. Il y a des militaires pourtant, il y a des militaires, mais vraiment, ils sont en dehors du site. Ils ne sont pas vraiment sur le site lui-même. Monseigneur. Oui. J'ai eu la chance d'aller régulièrement ce site-là où j'ai rencontré beaucoup de gens. Je commence d'abord par féliciter aussi l'imam parce que la communauté musulmane, qui est aussi marginalisée, aussi réfugiée, s'est organisée autrement. Nous sommes allés les voir plusieurs fois pour faire face aussi à leurs problèmes. Donc ça, c'est aussi un point aussi à relever. Sur ce site-là, eh bien, il y a des gens qui ont pris en otage l'essentiel des pauvres, des marginalisés, avec leurs armes, avec leurs couteaux et tout. Eh bien, c'est eux qui, quelque part, décident. Quand on a voulu distribuer la nourriture, eh bien, ça fut un échec à 2 reprises. Et nous avons essayé. Peut-être que la casquette religieuse marche, de commencer à donner la bouillie aux enfants et aux femmes enceintes. Bon, sur 10 sites, on a eu 2 échecs. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu... Sur le même lieu. Oui. Même lieu. Vous n'avez pas pu... Si, on a pu le faire sur 10, mais on a eu 2 échecs. Oui. C'est pour vous dire que, bon, moi je crois aussi que c'est possible de redéployer les moyens. Actuellement, ce que les gens, comme ils disent, ils ont besoin aussi, bien sûr, le premier numéro 1, c'est la sécurité, mais la sécurité alimentaire. Ça fait des semaines, des mois que les gens sont sur place. Ils ne vont même pas à la banque, ils ne vont même pas au marché. Comment ils se nourrissent, en fait? Eh oui, eh bien, maintenant, les gens sont... maintenant, la PAM et HCR... Le Programme alimentaire mondial. Ils ont décidé de distribuer la nourriture. La vie, contrairement à ce que les gens pensent, c'est redéployé au niveau de l'aéroport. Les gens vendent les petits trucs là, il y a des commerces qui se mettent en route. Là. La vie a repris et on tombe des nues. En arrivant là-bas, ils ne sont pas au quartier, ils sont là avec toutes leurs marmites et tout, et ils continuent la vie sur l'aéroport. Et je pense que pour aider ces gens-là, si le problème numéro 1 de sécurité est réglé, il va falloir aussi non seulement donner la nourriture, mais il faudrait aider les gens à se produire. Ça veut dire les semences et les outils. Il faut très vite, parce que population agricole, 80%... Reprendre les activités agricoles, c'est ça que vous voulez dire. Que très vite que les gens commencent à repartir au champ pour cultiver. Et là aussi, ça va remobiliser les gens. Parce qu'autour de l'aéroport, il y avait tout un système où on plantait les haricots, les choux et tout. Maintenant, on a l'impression que beaucoup s'est arrêté à cause de cette masse qui est arrivée sur l'aéroport. Donc, on ne peut pas rester stationnaire. Il va falloir se sortir de là. Et ça, j'espère que non seulement au niveau international, qu'on augmente l'enveloppe, que les gens, l'aide humanitaire puisse arriver aux démunis
Et c'est là où tous ceux qui sont à la tête peuvent maintenant voir comment donner accès, permettre à ces gens-là de recevoir cette aide-là pour pouvoir au moins espérer. Les médicaments, c'est un problème nécessaire. Oui, il y a des hôpitaux aussi qui ont été pillés. Qui n'ont plus de médicaments. Même sur les lieux, les médecins ne sont pas suffisants, les infirmiers, les gens sont éparpillés. Donc ça, c'est des problèmes structurels qu'il va falloir organiser. Si les gens reprennent confiance, ils retrouveront leur place et ils pourront aussi apporter une contribution. Donc voilà ce que je peux dire concernant ce point. Père Maudre, quels sont les échos vous avez de vos confrères spiritains, parce que vous êtes une vingtaine en Centrafrique. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme... Ils aident des populations, ils accueillent des déplacés? Effectivement, donc sur Bangui, il y a eu 2 paroisses qui avaient des sites où ils ont accueilli des déplacés. Le dernier... ils ont trouvé de quoi les aider? Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé avec les aides de part et d'autre. Oui. Et petit à petit, il y a, on pourrait dire qu'il y a sur ces sites, à la fois, en tout cas sur un des sites, il y avait à la fois des catholiques, des protestants et des musulmans. Et sur la principale question que j'ai entendue dans les messages qui me sont parvenus, c'est retourner au quartier, mais avec quelle sécurité? Voilà. C'est-à-dire que, n'osent pas rentrer chez eux. Voilà, c'est-à-dire le jour, il y a de l'insécurité, la nuit, c'est encore très problématique. Donc, ce qui veut dire qu'ils passent vraiment tout le temps dans ces paroisses, ou est-ce qu'ils sortent un peu dans la journée? C'est variable. Ils sortent un petit peu. Dans la journée, les gens partent. Je crois qu'il ne faut pas les considérer. C'est plutôt un statut intermédiaire entre le vrai déplacé qui peut. Parce qu'ils ont leur. Ils ont encore leur maison. Souvent, ils retournent dans un moment d'accalmie chercher des vêtements, quelque chose, et puis ils retournent sur le camp, notamment la nuit, parce que là, c'est trop. Ça peut être trop dangereux. D'être chez soi. Donc c'est vrai que ce que ça montre, c'est l'importance de sécuriser les quartiers. Et de aussi réorganiser une sécurité par les civils. Et ça veut dire pas forcément des gens qui seraient armés, mais par les civils, des systèmes d'alerte qui permettraient à la population de se réinstaller et d'être sûr que si des entre guillemets halogènes arrivent, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas originaires de l'endroit arrivent le soir, tout de suite, il y a les casseroles, il y a la MISCA ou les Français qui arrivent. Ça a fonctionné à certains moments dans certains quartiers, mais c'est effectivement un mécanisme très fragile qui peut-être peut être institutionnalisé. Je ne sais pas trop, mais c'est ça qu'il faut, redonner ce sens de la confiance. Parce que l'autre élément dont il faut également parler, c'est la rumeur. C'est-à-dire que très souvent, il y a des rumeurs plus ou moins fondées qui circulent, et c'est ça qui crée la panique, beaucoup plus que la réalité des faits. Alors, je propose d'écouter le témoignage de 2 religieuses françaises qui sont entrées il y a 10 jours ici. Elles ont passé plusieurs décennies en Centrafrique, et on écoute leur témoignage recueilli par Coraline Salvoche. Comme tous les matins, la journée débute par la messe de 10h30. Sur les bancs de la chapelle à Angers, des religieuses, des pensionnaires de la maison de retraite attenante, mais aussi des sœurs de retour de Centrafrique. Sœur Henriette et sœur Madeleine font une halte en Anjou dans la maison mère après 38 et 40 ans passés dans le pays. Un retour définitif programmé depuis quelque temps, mais qui laisse un goût amer alors que les 2 sœurs ont été témoins de l'invasion du pays par des milices armées. Tout près de la communauté, on les a vus rentrer en rang serré et très très armés. Nos soldats, nos militaires centrafricains avaient essayé de se poser pour les arrêter, mais ils ont tout de suite, je dis pas volé en éclats, mais ils se sont enfuis comme des lapins. C'est ce que j'ai vu de mes yeux. Et puis surtout, ce qui nous fait très mal, c'est que tout ce qu'on a pu vivre pour mettre en route, pour les aider à se mettre debout et à prendre en main, tout ça c'est un peu détruit. Pillage, lynchage, hôpitaux et écoles à l'arrêt, sœur Henriette et sœur Madeleine vivent au cœur de la crise depuis décembre 2012. Loin de croire à un conflit religieux, elles redoutent avant tout les bandes mercenaires installées dans la brousse et la violence qui paralyse le pays. Quand c'est des familles entières qui ont été éteintes et tout ça, c'est quand même très difficile. Mais nos jeunes sœurs, comment elles peuvent les faire réagir les gens en disant « mais non, c'est pas bien de dire on va le tuer ou on va le faire souffrir ou ceci et cela ». Non, mais comment leur montrer que c'est pas ça, au fait,
la ligne de l'Évangile. Au milieu de leurs souvenirs africains, un portrait des 3 saints de Centrafrique. À l'image de ces 3 dignitaires religieux qui sillonnent le pays pour la paix, sur place, les communautés travaillent ensemble également. Nos jeunes sœurs, dont toutes les études sont arrêtées en ce moment et pour cause, savent que tout près d'elles, à l'église des Frères, une église évangélique, sont accueillis beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, et l'armée les protège. Donc les jeunes sœurs ont dit, eh bien, puisque nous n'avons pas cours, nous allons aller nous occuper des enfants. Nous avons dit bravo, c'est tout à fait d'accord, avec prudence vous le faites, mais faites-le. Sœurs Henriette et Madeleine sont les dernières missionnaires françaises à avoir vécu en Centrafrique. La congrégation reste présente dans le pays, avec 6 communautés installées sur le territoire. Alors Père, avec les spiritains qui sont en Centrafrique, il y a déjà aussi ce travail de tenter d'apaiser les consciences. On le comprend bien, c'est difficile quand voilà, des personnes qui ont subi des horreurs. Est-ce que ce message peut être audible? Vous, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, il y a ce travail de proximité avec les personnes, en particulier sur les sites des déplacés. Il y a aussi cette recherche de la paix, de la fraternité. Et puis, je pense que les confrères sur place ont confiance. C'est-à-dire qu'ils espèrent bien que la sécurité reviendra pour reconstruire le pays. Imam Kobine, quelle est votre prière aujourd'hui? Ma prière aujourd'hui pour le peuple centrafricain, c'est de bannir l'intolérance et d'accepter les uns les autres, qu'on soit prêt pour dire pardon, accepter les uns les autres avec tout ce que nous avons causé comme du tort aux uns aux autres. Nous prions Dieu vraiment pour que le cœur de Centrafricains puisse être vraiment apaisé, que Dieu puisse vraiment purifier le cœur de tous les Centrafricains pour que nous soyons des hommes tolérants et acteurs de la paix. Un mot pour vous, Roland Marchal? Oui, je lisais un texte il y a quelques jours écrit par un Centrafricain qui se terminait comme ça, réconcilier pour reconstruire, reconstruire pour réconcilier. Et on termine cette émission avec vous, Monseigneur Nzapalenga. C'est votre prière, quelle est-elle aujourd'hui? Le Dieu en qui je crois est un Dieu de la paix. Il est venu à nous, en Jésus, Prince de la paix. Il veut faire de nous des artisans de paix. Et si nous disons amis de Jésus, nous devons nous laisser gagner ou revêtir la posture, pour ne pas dire l'être du Christ lui-même, pour être acteurs ou artisans de paix auprès de nos frères, de nos sœurs. Et nous avons besoin de convertir nos cœurs pour pouvoir poser un regard d'espérance, regard d'estime, regard d'espoir sur l'autre, qui n'est pas mon ennemi, mais mon frère. C'est ensemble, avec l'autre, que je rebâtirai la République centrafricaine, pas seul. Et c'est l'occasion pour nous de dire à la communauté chrétienne, communauté catholique, de continuer. La première arme, c'est la prière, de prier pour tous ceux qui sont en République centrafricaine. La communion, elle est très importante. En même temps où on prie, on peut aussi soutenir par des actions les œuvres, les Caritas, parce que Caritas est en première ligne aussi, entreprend au niveau de la République centrafricaine. Merci à ceux qui nous portent dans la prière. Nous espérons que la paix reviendra dans notre pays et nous y croyons fermement. Merci beaucoup, Monseigneur. On termine sur ces paroles d'espérance. Merci à tous les 4 de nous avoir rejoints pour cette édition spéciale que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet kto-tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.